J'invite maintenant à me rejoindre pour le deuxième échange de cette table ronde Sandra Canet, directrice du PIMS de Dijon, Anne Charpy, directrice et fondatrice de Voisin Malin, et Xavier Rochefort, directeur d'ANTM. Alors, Sandra, je vous invite à vous mettre par ici, Xavier par ici, et puis Anne ici. Voilà, voilà, on alterne un petit peu. Voilà, on a un panel très chouette. Bonjour, bienvenue. Alors, de quoi allons-nous parler ensemble? On va parler du rural à l'urbain, comment les différents acteurs se complètent et œuvrent ensemble. Sandra Canet, vous êtes directrice du PIMS de Dijon. Alors, vous avez de la médiation en bureau de poste, dans les transports et de la médiation terrain pour informer les riverains et les commerçants de gros travaux de voirie ou de coupures d'eau qui peuvent les impacter. Et vous avez aussi une spécificité. Alors, vous avez de la médiation postée, mais presque sortante. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors pour tous les directeurs qui sont là, ils savent très bien ce que c'est. La médiation postée, c'est la médiation dans nos bureaux où les gens vont venir pour toutes les démarches administratives ou numériques. Nous, à Dijon, on a travaillé totalement différemment, en commun avec la collectivité. On a souhaité être au plus près des usagers, des citoyens qui ont des freins pour cette histoire de proximité, de terrain. Je n'ose pas aller dans un quartier QPV, je n'ose pas aller dans tel autre quartier. Ils ont plein de freins pour des raisons qui leur sont propres. Nous, on a souhaité faire autrement. On a innové à Dijon. Et plutôt qu'avoir deux points d'accueil postés classiques, on s'est installé dans toutes les mairies de quartier de la ville de Dijon. Et on est passé de 2 points à 6 points d'accueil en étant au plus près des gens, puisque la précarité, on parle beaucoup de QPV, mais elle n'est pas que dans les QPV. Elle est aussi beaucoup chez nous, en tout cas dans les centres-villes, la précarité cachée. Et en étant présent auprès de ces gens, finalement, on a beaucoup plus de fréquentation. Et on se rend compte que les besoins, ils sont partout et pas que dans les QPV. Donc on a innové de cette façon-là. D'accord. Alors, comment ça s'est construit? Comment les équipes ont été réparties? Comment... Alors c'est vrai ça a été un changement radical au 1er janvier 2015 de dire on change notre fonctionnement. Il a fallu déjà recruter pour avoir plus de médiateurs dans les différents points, être présent avec la collectivité. Donc ça a été un travail pendant presque un an avec la collectivité. Et on a souhaité se rendre dans toutes les mairies de quartier, puisque la collectivité de Dijon, c'est de mettre un maximum de services et d'opérateurs publics dans les mairies de quartier, dont les PIMS. Et alors, donc, il y a un travail aussi en réseau avec d'autres acteurs, hein, néanmoins. Ah oui, puisque dans les Et- mairies de quartier, vous avez effectivement les services de la mairie classiques, Ouais. mais nous avons effectivement la CAF, la CARSAT, la CEPAM qui viennent et d'autres associations qui nous permettent d'échanger parfois en direct sur certains usagers. Certains commencent par le PIMS, finissent par la CAF ou inversement. Donc on a un travail très transversal. Est-ce que c'est une démarche qui pourrait être dupliquée ailleurs? Et si oui, quel serait le facteur clé de succès? Le facteur clé de succès, il est le travail avec la collectivité, puisque c'est un accueil qui doit être travaillé effectivement avec l'accord de la collectivité pour nous accueillir dans les locaux. Mais effectivement, c'est quelque chose qui, budgétairement, on va rentrer sur un point beaucoup plus concret, et aussi quelque chose d'efficace, puisque ces locaux sont mis à disposition par les collectivités, ce qui fait aussi que financièrement pour les PIMS, c'est aussi quelque chose de très simple. C'est un travail de longue haleine, il faut convaincre, mais clairement c'est transférable, je pense, dans beaucoup de collectivités. Nous, on commence à être approchés par d'autres collectivités du département ou d'autres départements pour faire le même principe. Donc Lyon est en contact avec nous, le nord de la Saône-et-Loire, et dans le département Côte-d'Or, on a déjà 6 communes qui réfléchissent à travailler sur le même principe. Merci Sandra pour ce Je vous en partage prie. d'expérience. On va se tourner maintenant vers Anne. Anne Charpy, vous êtes directrice fondatrice de Voisin Malin, c'est ça?
Donc, Voisin Malin, c'est une association qui fait, en quelque sorte, en fait, donc, du porte-à-porte. Vous valoriser les compétences des habitants qui font du porte-à-porte chez leurs voisins sur des sujets de la vie quotidienne. Alors, vous êtes présent dans une quinzaine de villes populaires, alors en Île-de-France, Lille, Lyon, Marseille, et votre dispositif repose sur 120 habitants salariés à temps partiel. Alors, comment ça marche, ce dispositif? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Et est-ce que, enfin, je vous pose les 2 questions en même temps. Comment ça marche? Et après, ce qui m'intéresse beaucoup, en fait, c'est de comprendre, en fait, quel est le rôle de ces, habitants. Est-ce que ce sont des ambassadeurs? Est-ce que ce sont des passeurs? Est-ce que vous pouvez, partager, avec nous cette innovation? Alors, en effet, Voisin Malin part des habitants et c'est vraiment là qu'on est, je dirais complémentaire des PIMS, d'Unicité. C'est qu'on a des habitants d'un quartier qui sont là durablement et l'intuition, c'est vraiment de dire: dans ces quartiers, il y a beaucoup de personnes qui sont curieuses, qui ont envie de changer la situation, qui ont, une aisance relationnelle, une envie de rencontrer les personnes et on les trouve. Alors, on est installé dans le quartier avec un manager qui s'installe durablement dans un bureau partagé avec une association générale. Donc nous, on n'a pas de lieu pour le coup d'accueil. Hein. Nous, notre lieu, c'est les appartements de tous les habitants. Et donc, au fur et à mesure du temps, ce manager noue des liens avec les associations, les services locaux, le petit épicier du coin, le médecin de quartier, et se fait recommander des habitants dignes de confiance. Et notre sujet, c'est de recréer dans ce dialogue, dans les appartements, une confiance des personnes dans leur propre capacité à comprendre comment fonctionne un service, comprendre comment se débarrasser d'un problème, par exemple les punaises de lit. Là, il y a un partenariat avec le bailleur. Et donc, ça marche parce que donc, ces habitants sont trouvés grâce à des recommandations. On prend vraiment des personnes dignes de confiance, dont on varie les profils. Et ces habitants, ils ont un contrat de travail, c'est très important pour reconnaître leur rapport, notre engagement et un contrat à durée indéterminée, car la confiance se crée dans la durée et les compétences de ces habitants, leur rôle dans le quartier monte au fur et à mesure du temps, la capacité à entrer chez tout le monde. Et la deuxième chose, alors c'est un temps partiel, parce qu'il ne faut pas qu'ils se coupent de la vie du quartier, et ça permet d'avoir des profils très divers. Donc on a des mères de famille qui, quand l'enfant est à l'école, peuvent sortir en porte-à-porte. On a des étudiants le jour où ils n'ont pas cours. On a des actifs qui font ça le soir ou le samedi. Et donc, ils ont une diversité aussi de culture, de langue parlée, de profils socio-professionnels, d'âge. On a des jeunes qui passent le bac, qui ont 18 ans quand même, et puis on a des retraités. Donc, c'est cette diversité de personnes et on les outille avec ce contrat et un message qu'on prépare avec un opérateur local compétent sur un sujet, l'habitat. Alors, on a travaillé ici, là, j'ai vu Philippe avec Veolia sur l'accès à l'eau, comprendre ce qu'on consomme, pourquoi, combien ça coûte, comment on surveille ses fuites, voilà, le contrat d'assurance ou de plomberie, le rôle du gardien, etc. Et donc, en fonction de la réalité du quartier, avec le partenaire qui est soit un opérateur de services publics, soit une mairie, soit un bailleur social, on construit un message qui permet à l'habitant d'avoir comment dire, de prendre conscience d'un sujet qui le concerne, et c'est souvent une bonne nouvelle, hein, comme disait tout à l'heure Martin Vanier. On a plein de leviers finalement autour de nous. Par exemple, l'eau potable, ça c'est un sujet sur lequel la moitié des gens qu'on a vus en porte-à-porte, et on voit vraiment 8 personnes sur 10 dans les plus grosses cités, la moitié étaient convaincus que l'eau du robinet n'était pas potable et donc achetaient de l'eau en bouteille. Donc le jour où le voisin lui dit ben moi j'étais dans la même situation que vous il y a 6 mois, aujourd'hui je vous assure, j'ai vérifié, je suis allée visiter la station de traitement d'eau et je m'en porte très bien, ça a changé ma vie. Les gens le croient. Et après, je veux dire, c'est un truc tout simple qui peut changer une vie. Et il y a beaucoup de sujets comme ça aujourd'hui. Les voisins malins ont des tablettes. 40% d'entre eux étaient comme les gens qu'on croise dans les quartiers, donc on fait beaucoup d'enquêtes aussi, n'étaient pas utilisateurs d'Internet et de services en ligne, ce qui représente une grosse fracture supplémentaire et qui exclut encore plus les gens. Eh bien, le voisin malin, la voisine maline, qui a à peine le certificat d'études, qui
apprend à utiliser une tablette et Internet et arrive à aller sur le site de la CAF ou de Pôle emploi, c'est une fois qu'elle est convaincue, elle transmet elle lève un frein psychologique chez la personne qu'elle voit qui lui ressemble dans l'appartement, et la personne se dit mais oui, mais en fait c'est pour moi, c'est pas si compliqué d'y arriver, et puis je comprends que là, au PIMS à 2 rues d'ici, je vais pouvoir aller me former, qui vont m'accueillir, ou sinon il y a une borne à la CAF où je pourrais me lancer ou être accompagnée, enfin voilà. Donc le voisin malin aussi connaît les ressources du quartier pour orienter les gens par rapport à leurs besoins. Donc voilà comment ça se passe. On a quand même, en 8 ans, on a 300 voisins malins qui sont passés chez nous et qui ont rencontré 200 000 personnes, et notamment toutes ces personnes qui ne connaissent pas le PIMS ou qui ne se sentent pas légitimes ou qui ne connaissent pas la mairie de quartier ou le centre social. Et on a, par exemple, 2 fois plus de gens qui emmènent leur enfant à la médiathèque, 2 fois et demi qui emmènent leur enfant chez le dentiste. Enfin, les gens comprennent et finalement arrivent à passer, à régler un problème, à prendre une décision et petit à petit à sortir de chez eux et à être un peu plus partie prenante de ce qui se passe dans leur quartier. Merci, Anne. J'ai le temps passe, mais j'ai une petite question. Je voulais savoir, moi, comment en fait sont perçus les voisins malins par les habitants? Est-ce qu'à un moment donné, on dit ah bah oui, ben voilà, un voisin malin, alors euh, tel voisin malin en fait arrive, il va me faire l'article de tel projet ou de telle chose. Est-ce que ça existe ça? Ou Alors, comment arrivent-ils à rester légitimes auprès de leurs voisins, voilà, qui sont sur le pas de porte ou qui sont dans l'immeuble à côté? en fait, on a des voisins malins qui sont là depuis 8 ans, alors que c'est dur, et des femmes d'un certain âge qui font du porte-à-porte, elles font leurs 3-4 heures de porte-à-porte par semaine depuis 8 ans. Et pourquoi est-ce qu'elles le font? Parce que elles voient l'impact sur les gens. En fait, les voisins malins engagent leur parole. Donc, on n'est pas des prescripteurs pour le compte d'une institution. On tricote, enfin, on est formé par Enedis, par exemple, on a bossé avec Enedis sur des chantiers dans l'espace public, Place des Fêtes, c'est un exemple qui me vient, où on travaille dans les copropriétés aussi sur des gros chantiers de travaux. Eh bien, le voisin malin doit comprendre de quoi il s'agit, si l'information qu'il va donner est véridique, si elle a une vraie utilité pour la personne, et il pose des tas de questions, et du coup, quand on élague le message, et le message qu'il va porter, il en est convaincu, et il engage sa parole. Donc, c'est comme ça que les gens les croient, et les gens sont très reconnaissants. Il y a une voisine qui me disait, ben moi, faut que je fasse un détour quand je vais acheter ma baguette, parce que sinon, je vais mettre 1 heure. Il y a des tas de gens qui me voient, qui me reconnaissent. Et quand ils sont sortis de leur porte-à-porte, où ils ont un badge et ils comptabilisent leurs heures de voisins malins, eh bien, ils continuent d'en parler. Ils sont tellement heureux de comprendre, voilà, comment avoir une alimentation plus saine, comment, je sais pas, aller sur le site internet de la CAF. Enfin, il y a des tas de sujets qu'on peut inscrire ses enfants à l'école quand ils ont moins de 3 ans, qu'à la médiathèque, il y a des propositions pour les enfants. Donc voilà, au contraire, c'est une manière de faire monter en légitimité. Et les gens sont heureux de voir que des pères, des gens qui leur ressemblent, ont un tel rôle. Et d'ailleurs, ils prennent la parole ensuite. Ils vont dans les réunions publiques. Le maire de Grigny dit ils deviennent des citoyens actifs pour leur vie, ils deviennent parents d'élèves, et ils prennent la parole autrement quand il s'agit de débattre de l'avenir du quartier, de la création d'une place. Voilà, et ils donnent aux autres. Les autres se disent c'est possible. Ma voisine que je connais, qui est comme moi, qui est parent dans la même école ou que je croise au bus, eh ben voilà, elle est là, elle ose faire le truc. Donc ça lève un peu des freins et des inhibitions. Voilà. Merci beaucoup, Anne. On va passer la parole à Xavier Rochefort. Vous êtes directeur d'ALTM, donc l'agence Lyon Tranquillité Médiation. ALTM a été fondée en 2003, c'est ça? Donc sur le thème de la prévention de la délinquance. Et puis depuis le début, en fait, vous êtes inscrit dans une démarche de professionnalisation, hein, de la médiation sociale. Aujourd'hui, à LTM, c'est une cinquantaine de salariés, pour la plupart sur des contrats de droit commun, CDI, CDD, donc sur la métropole lyonnaise, et puis vous êtes aussi un petit peu sur les quartiers de Saint-Étienne. Alors, je voulais qu'on zoome un peu sur une expérience particulière, une expérience dans la médiation transport. Est-ce que vous pouvez partager cette expérience? Oui, bonjour à toutes et à tous. Peut-être en préambule, dire quelques mots pour bien asseoir le débat sur la logique de construction d'un dispositif comme le nôtre, qui est un peu différent de celui des PIMS et qui du coup favorise une complémentarité bien réelle aujourd'hui.
L'ALTEM, c'est né en 2003, comme vous l'avez dit. Elle est née sur la base beaucoup de considérations d'insécurité, de tranquillité publique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la collectivité Ville de Lyon a décidé, avec ses partenaires du contrat local de sécurité, donc les bailleurs sociaux, les transporteurs, EDF, GDF, qui était fondateur du dispositif de médiation sociale à Lyon en 2003. Ils ont décidé ensemble de répondre à une des problématiques d'insécurité par la mutualisation de leurs moyens pour alimenter un dispositif de médiation. Voilà, donc c'est important parce que on rentre beaucoup, nous, sur l'enjeu tranquillité publique. Au départ, en 2003, des violences urbaines venaient de se passer dans un quartier du 9e arrondissement de Lyon suite à la mort d'un jeune dans un commissariat de police d'arrondissement. Donc voilà, nous, on est nés à partir de ce constat-là en matière d'insécurité et de partenaires qui se disent, à un moment donné, mettons des forces sur le terrain pour aller au-devant des habitants, notamment à des moments où il n'y a plus forcément de services publics très présents sur les quartiers, où finalement il n'y a plus que la police qui va à 20h, 22h, 23h sur ces territoires-là, et essayons d'aller dialoguer. Voilà, on est en 2003, que la médiation n'est pas encore bien implantée, on se dit, mettons des personnes qui vont aller dialoguer, on va les former un petit peu, et on va les envoyer dialoguer avec plutôt les jeunes des territoires, parce que voilà, c'est bien de ce public dont on parlait. Et voilà, donc c'est important. Et le fonctionnement d'un dispositif comme le nôtre, c'est vraiment sur deux principes forts déontologiques, deux principes d'action, qui sont le aller vers et le faire avec. C'est-à-dire que notre médiation s'exerce sur le terrain et on n'a pas de médiateur posté dans des locaux. C'est-à-dire que nous, le leitmotiv, c'est vraiment d'envoyer les médiateurs sur le terrain, aller vers la population. Donc ça, c'est important à signaler. En transport, alors on a plusieurs domaines d'application, effectivement en médiation, qui s'élargissent de plus en plus. On a à la fois la médiation qui s'exerce sur des territoires urbains. Alors on est plutôt dans l'urbain, nous, puisqu'on est sur la métropole de Lyon et sur la ville de Saint-Étienne. Donc on est essentiellement sur des projets de territoire mutualisés entre des collectivités, des bailleurs, des transporteurs, sur plutôt des quartiers politiques de la ville, parce que la problématique métropole rurale, c'est aussi la problématique et la logique des financements publics à un moment donné, qui nous oriente sur des zones délimitées géographiquement, sur des quartiers politiques de la ville, parce que là on a une abondance de financement public, sur des zones de sécurité prioritaire en matière de tranquillité publique, parce que les financements sont aussi dirigés sur ces zones-là. Donc on répond aussi en fonction des logiques de financement public. Donc, à côté de ces projets de territoire, on peut avoir effectivement de la médiation dans les transports, on peut avoir de la médiation dans les écoles, de plus en plus. C'est des projets qui fonctionnent très bien, la lutte contre le harcèlement à l'école, c'est essentiel, c'est l'avenir de travailler sur les plus jeunes, bien évidemment, qui sont aussi capables de donner des messages forts et clairs à leurs parents. Voilà, beaucoup de médiation chantier avec un certain nombre d'entreprises de l'énergie, dont Veolia par exemple, dont Enedis, dont GRDF. Enfin là, voilà, il y a une diversification de la médiation sociale aujourd'hui qui se produit par la voie de la professionnalisation, puisque et je vais venir à la question sur les transports, mais juste signaler quand même qu'on a construit une norme avec l'Union des PIMS et d'autres réseaux partenaires de la médiation sociale en France, une norme professionnelle, expérimentale en médiation sociale. Donc le métier existe aujourd'hui, il est reconnu par cette norme. Il est encore pas reconnu institutionnellement, mais ça va venir. Mais en tout cas, il est reconnu par cette norme. Et c'est un métier que de faire de la médiation sociale, et ça nécessite de vraies compétences professionnelles. Donc dans les transports, on a une équipe, effectivement, qui est plutôt mobile sur les transports et qui s'adapte, là encore, avec notre partenaire donc, qui est Keolis Lyon, qui exploite le réseau de transport en commun pour le compte du Citral sur la région lyonnaise. Donc une équipe mobile, formée sur l'activité en milieu de transport et sur beaucoup une capacité des médiateurs sociaux en tenue, en présence active de proximité, c'est leur activité qui s'appelle comme ça, et qui sont là à un moment donné pour à la fois réguler, informer, gérer, prévenir les conflits et faire diminuer le sentiment d'insécurité, parce qu'on est sur un réseau de transport qui est plutôt très sûr sur la région lyonnaise, avec un taux de délit qui est mineur, mais sur des espaces
comme ceux-là, ils peuvent être anxiogènes et à un moment donné, on est aussi beaucoup là pour lutter contre le sentiment d'insécurité. Donc là, ça se passe avec la direction sécurité de Keolis Lyon. On organise les équipes en fonction des pôles multimodaux de transport et de leur actualité en termes de beaucoup de tranquillité, hein, parce que c'est vrai qu'on est sur un objectif plutôt de tranquillité publique, même si à travers notre présence, on peut aussi faire le lien avec la dimension sociale et notamment auprès des publics les plus fragilisés qui peuvent se réfugier dans des réseaux de transport à un moment donné. Voilà, donc on est sur une activité comme celle-là. Merci beaucoup. Le temps nous invite à clore cet échange. Merci beaucoup pour vos témoignages. Merci à tous les trois. On peut vous applaudir.